Merci Marc, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à donner cette présentation sur CO2, cette petite molécule qui est essentielle à la vie sur Terre et qui est le centre d'un fort intérêt du monde industriel et du monde académique depuis quelques années de par son impact donc, sur le réchauffement climatique. Donc, je suis Régis Réau, directeur scientifique de la R&D d'Air Liquide. Et aujourd'hui, je voudrais donc vous parler de captage direct du CO2 de l'air, qui n'est pas une technologie que nous avons dans notre portfolio à Air Liquide, mais qui est une technologie qui fait l'objet d'une veille technologique chez nous, parce que, comme vous verrez, cette technologie peut être importante pour arriver à atteindre la neutralité carbone. Alors, cette veille technologique a débuté il y a à peu près 4 ans, suite aux premiers travaux d'une start-up suisse, qui est en fait une spin-off de l'ETH Zurich, qui s'appelle Climeworks, et qui a commencé à publier sur cette capture directe de l'air. Alors, je dois dire qu'à cette époque, il y avait beaucoup de scepticisme à Air Liquide sur cette technologie, parce que capter le CO2 dans une source aussi diluée que l'atmosphère, hein, c'est autour de 400 ppm, paraissait être quelque chose de totalement impossible parce qu'il faudrait beaucoup d'énergie et il faudrait traiter un très grand volume d'air. Cependant, cette opinion a un petit peu évolué, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Donc d'abord, pourquoi est-ce que le captage direct du CO2 de l'air doit être considéré? Je partagerai après avec vous les technologies qui sont actuellement disponibles, où est-ce qu'on en est du déploiement de ces technologies, et à la fin, je partagerai donc des atouts de la capture directe du CO2 de l'air, mais également des challenges qui restent pour faire qu'on ait un procédé qui soit vraiment industriel. Donc, commençons d'abord par pourquoi est-ce qu'il est important de considérer le captage du CO2 de l'air. En fait, si vous regardez tous les scénarios pour arriver à une carbone neutralité, moi ici j'ai pris le scénario publié en 2013 par l'IPCC, donc le GIEC en français, vous voyez qu'une grande partie des réductions ici des émissions de CO2 vont être dues au fait qu'on va avoir de plus en plus d'énergie décarbonée, qu'on va augmenter l'efficacité des procédés, qu'on va capturer du CO2 de plan industriel, mais vous voyez que pour arriver à la neutralité carbone, eh bien, il va falloir être capable donc d'extraire du carbone, donc du CO2 de l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que le captage du CO2 de l'air est extrêmement important. Alors, vous voyez que ça a été mis par le GIEC dans les scénarios dès 2013, et actuellement, on voit beaucoup de groupes industriels donc, qui ont des engagements d'être carbone neutre en 2050. Ces engagements passent d'abord par une réduction des émissions qu'on appelle de type 1, donc les émissions directes des procédés industriels, type 2, donc ce sont les émissions liées à l'énergie électrique vapeur. Et ça, eh bien, ça ne va pas suffire. Encore une fois, dans tous ces scénarios, ça ne va pas suffire, et donc il va falloir inclure des émissions négatives, hein, qui peuvent être soit obtenues par des procédés naturels, un captage du CO2 par la biomasse, par exemple, hein, par de la reforestation, et bien sûr le captage direct. Et ce captage direct est vraiment dans tous les scénarios pour atteindre la neutralité carbone qui sont publiés par diverses agences, telles que le DOI aux États-Unis ou l'Agence internationale de l'énergie ou encore le GIEC plus récent. Donc voilà pourquoi il est important de considérer le captage du CO2 de l'air. Cette technologie fait partie de tous les scénarios permettant d'atteindre la neutralité carbone pour limiter l'accroissement de la température sur Terre. Alors maintenant, comment peut-on capter directement le CO2 de l'air? Donc en fait, il y a deux technologies qui ont été développées jusqu'à maintenant. La première fait appel à de l'absorption. Donc ça, c'est la technologie qui a été développée par Climeworks, la première start-up qui s'est intéressée à ce captage, et également par Global Thermostat, qui est une start-up américaine. Donc l'absorption, ça marche comment? Donc on a un filtre poreux, qui est un support inorganique, hein, sur lequel on a déposé des amines.
Donc, on fait passer un flux d'air ici au travers de cette membrane, de ce support, et les amines vont réagir avec le CO2, donc qui va être capté ici sur le support. Et donc, l'air qui va ressortir, eh bien, va contenir très très peu de CO2. Donc ça, c'est la phase de captage du CO2. Bien sûr, il faut régénérer le filtre. Donc, dans une seconde étape, on fait passer de la vapeur d'eau, donc à 100 degrés sur ce filtre. La vapeur d'eau va extraire le CO2 et donc le filtre peut être à nouveau utilisé pour capter le CO2 de l'air. Donc, vous voyez ici une photo d'un pilote de Climeworks, où on voit ces dispositifs, ici ces contacteurs qui permettent de capter le CO2 de l'air. Notez tout de suite qu'ici, il va falloir de l'énergie pour extraire le CO2, ici donc de l'énergie à 100 degrés. Ça, c'est un point extrêmement important parce que ce captage direct du CO2 de l'air est très énergivore. Deuxième procédé, lui, il utilise des cycles chimiques en phase aqueuse et il a été développé par une start-up nord-américaine qui s'appelle Carbon Engineering. Donc là, en fait, on met l'air en contact avec une solution de potasse, de KOH, donc on forme un carbonate ici. Donc ça, c'est très efficace, ça permet d'extraire pratiquement tout le CO2 qui est contenu dans l'air. Et là, vous avez une première boucle où vous avez ce carbonate de potassium qui va subir un échange de cations. En fait, on va produire du carbonate de calcium. Et donc, le KOH ici peut continuer à être utilisé dans cette première boucle. Donc, on échange en fait le potassium par le calcium parce que la décomposition du carbonate de calcium est plus facile que son homologue potassium. Celle-ci intervient à 800 degrés. Et donc là, on émet du CO2 extrêmement pur. Et vous voyez que le CaO peut continuer ici, dans ce cycle-là, après une réaction avec l'eau. Vous voyez ici deux cycles chimiques basés sur des phases aqueuses. Remarquez ici que le relargage du CO2 s'opère à 800 degrés. Donc là encore, il va falloir beaucoup d'énergie pour produire le CO2 par ce cycle basé donc sur la chimie. Donc voilà comment est-ce qu'on peut capter directement le CO2 de l'air. Là, vous avez une photo d'un pilote de Carbon Engineering. Donc ça veut dire que ces deux technologies ici ont été démontrées à l'échelle de pilotes. Alors, où en est-on du déploiement de cette capture directe du CO2 de l'air? Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, cette aventure a commencé en 2017 avec la démonstration par Climeworks d'un premier pilote. Donc, vous voyez, c'est une technologie qui est très, très, très récente. Ensuite, eh bien, il a fallu attendre un peu plus d'1 an pour que Carbon Engineering publie une ingénierie détaillée pour produire potentiellement 1 million de tonnes par an de CO2. Donc là, ce n'était pas un pilote, c'était une publication où il y avait un détail de la balance énergétique, du process, etc. Mais ça montrait qu'on pouvait utiliser ces technologies à grande échelle. Très rapidement, il y a eu des applications marché pour ce CO2 capté de l'air. Vous voyez que dès janvier 2019, donc simplement 2 ans après la démonstration du premier pilote, eh bien Coca-Cola a utilisé le CO2 capté par Climeworks pour la carbonatation de ses boissons. Donc, vous voyez tout de suite ici qu'il y a des usages potentiels de ce CO2, même si le prix du captage est encore très, très élevé. Nous-mêmes, à Air Liquide, en septembre 2019, avec la société Climeworks, eh bien, on a lancé une offre de ce CO2 capté de l'air que l'on met en cylindre, également pour la commercialisation. Et là, il peut y avoir plein d'applications possibles, les boissons, comme je l'ai déjà mentionné pour Coca-Cola, mais on peut l'utiliser également dans des serres pour faire croître de la biomasse. Donc, toutes les applications industrielles du CO2. Autre point extrêmement important, en 2020, août 2020, la société Oxy a signé un partenariat avec Carbon Engineering pour un projet de capture du CO2 de 500 000 tonnes par an, donc là vraiment une très grande échelle. Et dans ce cas-là, l'application de ce carbone qui va être capté va être
Enhanced Oil Recovery, donc pour essayer de récupérer plus de pétrole par injection du CO2. Donc, vous voyez que globalement, on a actuellement 15 sites en activité pour une production d'à peu près 9000 tonnes par an de CO2. Et on estime que si tous ces projets se font, en particulier celui d'Oxy avec Carbon Engineering, on pourrait d'ici une dizaine d'années arriver à un captage de 10 millions de tonnes de CO2 par an. Vous voyez qu'il y a une activité industrielle qui est très, très dynamique. Et ce que je voudrais signaler, eh bien, c'est qu'il y a en parallèle une activité de recherche qui est également très, très forte. Il y a beaucoup de groupes de par le monde qui font de recherche pour essayer de développer des nouveaux procédés pour le captage du CO2 par absorption, par d'autres technologies. Et juste pour vous donner un peu une preuve de ce fort attrait de la recherche fondamentale, eh bien le Department of Energy aux États-Unis a lancé un programme de recherche de 13,5 millions d'euros pour la recherche fondamentale pour cette capture directe de CO2. Donc ici, donc, quelque chose de très dynamique au niveau industriel et au niveau académique autour de ce capture directe de CO2 de l'atmosphère. Alors, maintenant, quels sont les avantages et inconvénients de cette technologie et est-ce qu'on va pouvoir la développer à grande échelle? Alors, commençons d'abord par les avantages. Tout d'abord, c'est une technologie prouvée. Comme je vous l'ai dit, il y a des pilotes, même s'ils sont encore de taille relativement modeste. Et un des grands avantages de cette technologie de capture directe de l'atmosphère est qu'elle va pouvoir capter du CO2 de sources distribuées. Bien sûr, on peut capter le CO2 et il faut le faire de sources très, très concentrées, telles que par exemple venant d'oxycombustion, d'industrie du ciment ou de l'acier. Ça, on sait le faire, mais on n'arrivera jamais à capter le CO2 émis par les avions ou les voitures. Donc, cette capture directe du CO2 de l'atmosphère permet de répondre à cette question et de capter le CO2 qui est émis par des sources distribuées. Deuxième point extrêmement important est la flexibilité géographique de ces pilotes ou de ces procédés de capture directe de CO2, parce que vous pouvez l'implanter où vous voulez. Donc, vous pouvez l'implanter où vous avez de l'énergie renouvelable, parce que bien sûr, ça ne fera sens que si on utilise de l'énergie renouvelable, ou vous pouvez l'implanter également où vous aurez besoin de le stocker ou de l'utiliser. Et donc ça permet d'éviter d'avoir à transporter soit de l'énergie, soit du CO2. Je voudrais noter aussi que cette flexibilité géographique peut contribuer à éviter des pénuries de CO2, parce que le CO2 est une molécule extrêmement importante avec beaucoup d'applications pour le traitement de l'eau, dans l'industrie de la nourriture, dans l'industrie du papier par exemple, et il y a des géographies pour lesquelles on n'a pas de source de CO2. Donc bien sûr, l'extraire directement de l'atmosphère permet de l'implanter partout et d'éviter cette pénurie. Cette capture aussi directe du CO2 de l'atmosphère, si elle est associée à un stockage de longue durée, permet d'avoir des émissions négatives. Et là, comme j'ai dit en introduction, ces émissions négatives sont absolument nécessaires dans tous les scénarios qui mènent à la neutralité carbone. Donc, bien sûr, on peut le stocker de différentes manières. Il y a des stockages dans des puits géologiques. On peut l'utiliser, comme j'ai déjà mentionné avec le projet d'Oxy, pour faire de l'IOR. On peut également l'utiliser dans des ciments. Et je voudrais citer ici la société Solidia, avec laquelle nous travaillons, et qui a développé un ciment qui utilise du CO2 et non pas de l'eau pour être transformé en béton. Et donc ça peut être une manière extrêmement intéressante de stocker le CO2 sur une longue durée. Un autre avantage de la capture directe est que par rapport à d'autres technologies, son impact est relativement limité sur l'eau et sur les sols. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas développer des technologies permettant de résoudre un problème, qui peut être la trop grande concentration de CO2 dans l'atmosphère, mais qui vont créer d'autres impacts
sur l'environnement. Et là, cette technologie permet donc d'avoir un impact environnemental relativement limité. Alors, ça, ce sont les avantages. Passons maintenant aux inconvénients ou aux défis qui restent à adresser pour développer ces technologies. Bon, le premier, c'est évident, il faut réduire les coûts. Actuellement, le coût du CO2 obtenu par capture directe de l'atmosphère est de 4 à 6 fois le prix du CO2 capté par des méthodes classiques. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument développer des nouvelles technologies pour réduire ce coût d'environ 80%. Un prérequis au développement du captage du CO2 dans l'atmosphère, c'est d'avoir accès à de l'énergie bas carbone, donc de l'électricité bas carbone. Donc, avoir accès à cette électricité bas carbone de manière abondante et à un prix compétitif. En effet, ces procédés consomment beaucoup d'énergie et il ne fait pas sens de les développer si l'énergie qu'on utilise est carbone. Alors, électricité bas carbone, c'est un prérequis, mais c'est un prérequis pour la transition énergétique plus globalement. Il est clair que si on veut électrifier l'industrie, électrifier la mobilité, il faudra avoir accès à de l'électricité bas carbone et à prix compétitif. Je dirais que la capture directe rentre dans ce grand schéma. Pour développer ces technologies, il faudra certainement aussi des réglementations et notamment une taxe carbone. Voilà, je vous ai parlé, le coût est encore trop prohibitif. Un des moyens de réduire l'écart, c'est de mettre une taxe carbone. Et ça permettrait de développer ce type de technologie. Dernier point que j'ai mis en orange, c'est l'analyse du cycle de vie. Je pense que pour tout projet de capture directe du carbone, il est absolument impératif de faire une analyse du cycle de vie complet, prenant en compte la capture du carbone, mais également soit son stockage, soit son utilisation. Cette analyse du cycle de vie permettra de vraiment voir si le projet fait sens d'un point de vue environnemental ou pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on prend du CO2 de l'air que c'est forcément bon pour l'environnement. Non, il faut regarder l'ensemble, l'impact de l'énergie, l'impact des matériaux qui ont été utilisés pour capter ce CO2 de l'air. Donc, il faut absolument une vue holistique sur toute la chaîne, encore une fois, allant de la capture jusqu'à l'utilisation ou la séquestration, pour être sûr que ce qu'on fait, ce qu'on développe, a un effet positif sur l'environnement. Au jour d'aujourd'hui, les publications sur ces analyses de cycle de vie sont très, très contradictoires. Je vous ai donné ici la conclusion d'un papier publié dans Nature Communication en 2020 et qui a comme conclusion que le développement à grande échelle de la capture directe est complètement non réalistique. Ils disent on utilise trop d'énergie, trop de matériaux. Dans le même journal, 6 mois plus tôt, une publication disait exactement le contraire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en orange, c'est que je pense qu'ici, la conclusion n'est pas encore bien établie et chaque projet doit faire une étude de cette analyse de cycle de vie. Donc en conclusion, ces technologies, à notre sens, elle est encore loin du marché. Et on a besoin de 2 choses pour faire qu'elles soient vraiment impactantes au niveau industriel et qu'elles puissent contribuer donc à ce scénario zéro carbone. La première chose, c'est qu'il faut continuer à développer des collaborations au niveau industriel. Donc là, je vous ai montré 3 consortiums, donc autour de Carbon Engineering, Global Thermostat et Clamworks. Et vous voyez qu'il y a des industriels qui contribuent au développement des pilotes. Alors, le développement des pilotes, c'est extrêmement important pour optimiser la consommation d'énergie, développer la technologie, et ça va contribuer à faire que le coût du CO2 capté va décroître. Donc, on a besoin de ces collaborations industrielles, de ces consortiums industriels, et en même temps, on a besoin d'innovation. C'est-à-dire qu'on a besoin de découvertes scientifiques, peut-être de nouveaux absorbants, nouveaux matériaux, nouveaux cycles,
qui vont permettre de réduire le coût énergétique de cette capture de CO2 et donc de faire baisser le CAPEX et l'OPEX de la technologie. Là, vous avez le nombre de publications et de brevets sur la capture directe de l'air. Donc, on voit que c'est en train de monter. Il y a beaucoup de groupes de par le monde qui commencent à s'intéresser à ces technologies. Il y a d'ailleurs une revue qui a été publiée très récemment, un Chemical Review. Et comme preuve du dynamisme de ce domaine, je citerai juste une publication parue à Science l'année dernière, où des scientifiques ont mis au point une membrane plastique où ils ont incorporé des nanotubes de carbone. Et ça agit comme un tamis moléculaire et ça utilise beaucoup moins d'énergie que les techniques classiques. Donc, vous voyez qu'il y a des innovations possibles dans ce domaine-là. Et donc, si on a des innovations vraiment de rupture et des consortiums industriels qui développent ces technologies, eh bien, on peut espérer que cette capture directe du CO2 de l'atmosphère émergera. Et je voudrais juste citer en conclusion Stefan Zweig, qui dans son livre « Les trésors riches de l'humanité » parlait de quelqu'un qui n'est pas passé à la postérité, qui était Cyrus Field, et qui est le premier à avoir mis des câbles entre l'Irlande et l'Amérique du Nord pour faire passer des signaux électriques, des Morse. Et vous voyez, ce qu'il concluait, c'était que le courage naïf d'un homme opiniâtre parvient à donner l'impulsion créatrice là où les savants hésitent. L'avenir nous dira si on pourra dire la même chose de la capture directe du CO2 dans quelques années. Je vous remercie de votre attention.